Voilà, donc j'ai la chance de commencer, donc essayer de poser un petit peu la problématique. Et j'ai choisi de centrer mon propos plutôt sur la mort brutale, mais finalement qui va regrouper la plupart de ces grands thèmes. Alors, la mort brutale d'un être va immanquablement bouleverser la vie psychique de toute personne qui se retrouve ainsi endeuillée sans aucune préparation. La surprise sera bien sûr un facteur supplémentaire de déstabilisation psychique. Plusieurs circonstances peuvent être décrites. La première que je citerai, parce que nous sommes à Nîmes, c'est bien sûr les nombreux morts après les inondations brutales. Nîmes a malheureusement, je dirais, vécu de très nombreuses inondations, et notamment dans la nuit du dimanche 2 au lundi 3 octobre 1988, où il y a eu 11 morts, dont 2 secouristes. Plus récemment, les inondations du 10 octobre 2014, mais toute son histoire, depuis le 29 août 1399, son histoire est émaillée d'inondations et de morts, 1403, 1482, 1557, etc., etc., pour ceux que ça intéresse. Regardez un peu tout ceci. J'ai passé quelque temps à feuilleter cette histoire de Nîmes. Alors, la stupeur, la désolation, la perte des êtres chers, la perte de ses biens vont bien sûr altérer grandement le fonctionnement psychique de ces personnes. Lorsqu'elles peuvent retourner au travail, elles ne vont pas se comporter comme d'habitude et les autres vont les regarder autrement. Nous envisagerons aussi l'accident brutal sur le lieu de travail. Un employé va être, par exemple, écrasé par une pièce métallique en mouvement, une dalle de béton, ou être enseveli dans un trou. Malheureusement, des situations que j'ai connues et que j'ai dû prendre en charge. Quelles conséquences sur ces collègues de travail, surtout s'ils ont assisté à cet événement? Un suicide sur le lieu de travail, phénomène rare, mais on en semble-t-il en dénombre autour de 400 par an, mais fortement traumatisant pour le collectif de travail et pour le service de santé au travail. Le deuil, je pourrais dire un deuil plus normal, ramené dans l'entreprise, lorsque la mort du proche a eu lieu à l'extérieur de l'entreprise, mort d'un père, d'une mère, d'un ami ou d'un enfant parfois en bas âge ou même in utero. Comment va réagir la communauté de travail? Dans tous ces cas, les risques psychosociaux sont majorés, provoquant parfois un surinvestissement au travail, ou bien une baisse de rendement, un présentéisme, ou bien un absentéisme, parfois des maladies psychosomatiques, parfois vont favoriser l'évolution de cancer, ou bien encore des maladies cardiovasculaires. C'est notamment le cas après des suicides d'enfants. Sur le plan psychique, nous trouvons parfois alors une dépression faisant suite à la réaction dépressive normale et une majoration des addictions, en particulier alcoolo-tabagiques. Mais il faut rappeler que sur le plan légal, les entreprises risquent d'être condamnées si elles n'ont pas mis tout en œuvre pour préserver la santé physique et mentale de leurs employés. Pour l'endeuillé qui vient de subir une perte brutale, est-ce que le milieu de travail pourra être un lieu protecteur ou au contraire sera-t-il délétère pour sa santé physique et psychique? Est-ce que son chemin de deuil sera favorisé ou entravé? Je vais rappeler ici une étude faite par M. Marc-Antoine Berthaud, que nous entendrons demain, et que j'ai lu avec un grand intérêt, et qui, notamment dans un de ses articles sur le quasi-accompagnement des employés en deuil au sein de l'entreprise, nous rapporte une étude dans le Valais francophone en Suisse entre mars 2007 et octobre 2009, et où le nombre de personnes touchées annuellement par un deuil oscillait entre 10 et 15% de la population active. Il nous apprend que le Grief Index Institute,
qui se fonde sur les auto-évaluations de l'exécution des tâches et des performances professionnelles, effectuées par plus de 25 000 personnes ayant été confrontées à la perte d'un proche aux États-Unis, relève à ce propos que 30% de ces dernières pensent avoir été moins productives durant une semaine environ, 50% durant un mois et 20% restant jusqu'à une année. Je noterai ici que lorsque le décès a été brutal, violent, les conséquences sont souvent plus importantes sur la productivité. L'entreprise pense que le deuil est personnel et n'a pas à rejaillir sur le travail. Facile à dire. Il existe en général un manque de préparation des entreprises à cette problématique de deuil et une réticence de la direction des ressources humaines à les prendre en compte et souvent à minimiser, voire à nier les conséquences psychosociales. Pourtant, un accompagnement personnalisé s'impose. Il est parfois possible, pendant quelques mois, mais au-delà de 6 mois, la direction des ressources humaines va, ce qui est compréhensible, entre guillemets, décrocher, alors que c'est souvent à ce moment-là que l'endeuillé risque d'aller plus mal. Alors, comment améliorer l'accompagnement de l'endeuillé en entreprise ? Le risque, c'est la loi du silence et l'occultation. La perte est déniée et la souffrance de l'endeuillé est ignorée. Je ne sais pas quoi lui dire, alors je ne dis rien, entend-on parfois. L'endeuillé fait peur, je sens la mort, me disait un endeuillé. Il est renvoyé à son histoire personnelle, dissociée de l'histoire groupale de l'entreprise. Mais cela peut aller jusqu'au rejet, si l'endeuillé parle trop de sa souffrance liée à un deuil brutal. Il est pourtant nécessaire qu'un processus de deuil collectif vienne soulager le deuil individuel. C'est en quelque sorte un véritable devoir de mémoire. Ce devoir de mémoire peut se matérialiser par la mise en place d'un certain rituel sur le lieu même du travail, notamment si c'est un employé qui est décédé. Mais si c'est un membre de la famille d'un employé qui est mort, il est possible de mettre en place un accompagnement à la demande des collègues. Je citerai le cas d'une grande entreprise poitevine dont le médecin du travail m'a sollicité pour animer un groupe d'employés qui avait été très touchés par le suicide du fils d'une collègue. Ainsi, j'ai animé un groupe d'une quinzaine de personnes pendant plus d'1 heure et demie. Chacun a pu exprimer ses doutes, son sentiment de culpabilité, sa demande de compréhension sur les processus de deuil, et notamment de deuil après suicide, mais aussi réfléchir ce qui était possible de mettre en place pour accompagner cette collègue brutalement endeuillée. Le lien avec le service de santé au travail est très important et nous avons organisé avec celui-ci, sur le plan départemental et sur le plan régional dans la région Poitou-Charentes, de nombreuses actions. Le médecin de prévention ou le médecin du travail fera ainsi la visite de reprise et s'il y a eu arrêt de travail, moment très important, cette rencontre, il pourra bien sûr évaluer l'état de cet employé. Le lien que nous pouvons avoir également avec le service de santé au travail passe par la formation de tous ses membres, mais aussi la mise en place d'actions communes. De ce fait, ce service de santé au travail peut être plus vigilant et rechercher une maladie dépressive chez l'employé endeuillé. Celle-ci risque d'entraîner un ralentissement psychomoteur, ce qui va à l'encontre de ce que veut l'entreprise, aller toujours plus vite. Sans oublier le décodage des moments d'agressivité, bien connus dans les dépressions dites agressives ou hostiles. Ces manifestations peuvent favoriser un rejet de la part des collègues. De plus, cette pathologie peut favoriser des risques d'erreur dans le travail, voire des accidents du travail, du fait des troubles de la concentration et de la mémoire liés à la pathologie dépressive. En raison de la brutalité du deuil, celui-ci peut devenir un vrai deuil traumatique, voire un deuil pathologique. Alors, le risque est qu'il s'installe une véritable pathologie post-traumatique, et de ce fait, le risque suicidaire existe. En conséquence, avec un groupe de médecins du travail, nous avons écrit une plaquette de prévention
sur l'intérêt de prendre en compte la souffrance d'un collègue et l'aider et l'accompagner vers une structure d'aide. Cette plaquette qui s'appelle « Un collègue, une collègue va mal », comment prendre en compte cette souffrance et prévenir le suicide, donc détaille les signes d'alerte, pourquoi ne pas garder le secret et comment peut-on aider, vers qui peut-on aller à l'intérieur de l'entreprise, à l'extérieur de l'entreprise, voire parfois vers des consultations plus spécialisées, que peuvent être par exemple les consultations de souffrance au travail, comme ça commence à exister un petit peu partout. Le deuxième outil d'accompagnement, après un décès brutal, est le guide que nous avons fait ici, voilà, qui s'appelle « Accompagner un événement traumatique en milieu de travail », a été réalisé par un groupe du département de Charente-Maritime que j'ai coordonné et qui a été diffusé à l'ensemble du Poitou-Charentes. Ce guide est également disponible sur le site du ministère du Travail. Vous tapez « Accompagner un événement traumatique en milieu de travail » et vous pouvez télécharger ce guide. Alors, ce guide est fait de la manière suivante. Il s'adresse aux dirigeants, aux CHSCT, donc représentants syndicaux, et il essaye d'expliquer comment constituer une équipe de crise, si nécessaire, comment la composer, quel est le rôle de cette équipe de crise, et à partir de suggestions que nous faisons, comment annoncer un événement donc brutal, notamment un deuil brutal dans l'entreprise, pourquoi l'annoncer, quand l'annoncer, qui l'annonce et à qui l'annoncer, quels sont les supports que l'on peut utiliser pour l'annoncer, quelles sont également les recommandations sur la rédaction de cette annonce. Nous faisons quelques propositions, une annonce orale, une annonce écrite, des propositions de communication avec les médias, comment organiser les soutiens nécessaires auprès de la famille, auprès des collègues de travail, auprès des membres de l'équipe de crise. Et puis nous rappelons quelques mesures d'urgence, et puis bien sûr le rôle des cellules d'urgence médico-psychologique, qui sont ces structures qui peuvent éventuellement accompagner, soutenir et prendre en compte et prendre en charge à la fois les personnes, mais aussi les équipes. Et dans le Poitou-Charentes, donc, ce sont ces équipes que je coordonne. En conclusion, et pour respecter mon temps, comment, à l'heure actuelle, permettre une réhabilitation de la place de toutes les émotions au sein de l'entreprise ? Au sein de l'entreprise où seuls, semble-t-il, la joie et l'enthousiasme ont le droit de citer. Pourquoi toute souffrance, pourtant, toute souffrance n'est pas destructrice, ni dangereuse, ni contagieuse. Dans son texte « Mourir pour autrui », Emmanuel Levinas s'oppose à Martin Heidegger en montrant que la mort d'autrui c'est parce que je sais que l'autre est mortel que je suis cet être-là. Néanmoins, nous ne suivrons pas Lévinas jusqu'au bout de sa pensée quand il avance qu'il doit éventuellement mourir pour l'autre. Par contre, il est nécessaire de prendre en compte, parfois, le sentiment de culpabilité de certains survivants, de certains endeuillés traumatisés par le décès brutal. In fine, que peut-on faire ? Sûrement développer de la sympathie, qui dit en grec exactement ce que compassion dit en latin. Ne serait-ce pas aussi faire preuve d'humanité en tant que vertu, qui est très proche de la compassion? Cette bienveillance à l'autre ne peut que valoriser celui qui la prodigue et faciliter la vie de celui qui la reçoit. Je vous remercie pour votre attention.